Bienvenue sur Livre Impact, la chaîne qui transforme chaque lecture en une leçon de vie. Abonne-toi dès maintenant pour découvrir le pouvoir caché des grandes œuvres et des idées qui marquent l'esprit. Chapitre 1. Le contexte historique. L'émergence d'une nouvelle conscience féminine. Clarisse Bader ouvre son œuvre par une analyse approfondie du contexte historique qui a présidé à l'émergence d'une nouvelle conscience féminine en France. Le XIXe siècle, période charnière entre l'Ancien Régime et la modernité, voit se transformer radicalement la condition féminine. Bader retrace avec précision les héritages multiples qui ont façonné l'identité de la femme française. L'influence du christianisme, qui tout en confinant la femme dans un rôle domestique, lui a reconnu une âme égale à celle de l'homme. L'apport de la Révolution française, qui a proclamé l'égalité tout en excluant les femmes de la citoyenneté. L'impact du Code Napoléon, qui a institutionnalisé l'infériorité juridique de la femme mariée. L'auteur examine comment les bouleversements politiques successifs, la Restauration, la monarchie de Juillet, la Révolution de 1848, le Second Empire, ont affecté différemment les femmes selon leur classe sociale. L'aristocrate, la bourgeoise et l'ouvrière vivent des réalités distinctes, mais partagent certaines contraintes communes. Bader montre comment l'industrialisation naissante a créé de nouvelles opportunités économiques pour les femmes, tout en générant de nouvelles formes d'exploitation. Les manufactures, les ateliers, les grands magasins deviennent le théâtre de vie féminine transformée. L'éducation constitue un chapitre crucial de cette analyse historique. Bader décrit l'évolution lente mais réelle de l'instruction féminine, des salons littéraires du XVIIIe siècle aux premières écoles normales d'institutrices. Elle souligne le rôle déterminant de certaines pionnières, comme Madame de Maintenon, Madame de Genlis, ou plus récemment Julie Victoire d'Aubier, première bachelière française. L'accès au savoir apparaît comme la condition sine qua non de l'émancipation féminine. Enfin, Bader explore l'influence des courants intellectuels sur la conception de la femme. Le romantisme, le saint-simonisme, le fouriérisme, le positivisme. Chacun a proposé une vision différente de la place des femmes dans la société. L'auteur analyse avec finesse comment ces idéologies contradictoires ont simultanément libéré et enfermé les femmes dans de nouveaux stéréotypes. Chapitre 2. La condition juridique. Le long combat pour l'égalité. Bader consacre une partie essentielle de son œuvre à l'examen minutieux de la condition juridique des femmes françaises. Le Code civil de 1804, Code napoléonien, fait l'objet d'une critique détaillée et argumentée. L'auteur en analyse les articles les plus discriminatoires, notamment ceux concernant le mariage où la femme est assimilée à une mineure perpétuelle, nécessitant l'autorisation maritale pour tous les actes importants de la vie civile. La situation de la femme mariée est particulièrement scrutée. Incapacité juridique, soumission à l'autorité maritale, restriction des droits patrimoniaux, impossibilité de divorcer, sous la Restauration. Bader montre comment ce statut d'infériorité légale contredit les principes révolutionnaires d'égalité et de liberté. Elle souligne l'absurdité d'un système qui reconnaît à la femme une pleine capacité juridique si elle reste célibataire, mais la prive de cette capacité dès qu'elle se marie. Les droits parentaux constituent un autre champ d'injustice dénoncé par Bader. La puissance paternelle l'emporte sur les droits maternels. Et en cas de séparation, la garde des enfants revient presque automatiquement au père. L'auteur rappelle les combats menés par des féministes comme Pauline Roland pour la reconnaissance des droits maternels.
La lente évolution législative fait l'objet d'une chronique détaillée. Bader salue les timides progrès obtenus. La loi de 1816 sur le rétablissement du divorce, les lois sur l'instruction primaire obligatoire pour les filles, loi Fallou de 1850, les premières réformes du régime matrimonial. Mais elle souligne l'insuffisance de ces mesures et la résistance des mentalités. En contrepoint de cette analyse juridique, Bader décrit les mobilisations féminines pour la réforme du droit. Les pétitions, les publications, les sociétés de secours mutuels, les premiers congrès féministes, autant d'initiatives qui témoignent de l'émergence d'une conscience collective féminine et d'une volonté de changement. Chapitre 3. L'éducation et la formation, les clés de l'émancipation. L'analyse de Bader se porte ensuite sur le système éducatif français et son impact sur le destin des femmes. Elle décrit avec précision le double réseau d'enseignement, public et privé, laïque et confessionnel, qui se développe tout au long du XIXe siècle. L'enseignement primaire pour les filles, d'abord confié aux congrégations religieuses, voit progressivement l'État affirmer son rôle. L'enseignement secondaire féminin fait l'objet d'une attention particulière. Bader retrace la création des premiers collèges et lycées de jeunes filles, notamment après la loi Camille C de 1880. Elle montre comment cet enseignement, encore très différent de celui des garçons, privilégiant les arts d'agrément sur les sciences, représente néanmoins une avancée significative. La formation professionnelle constitue un volet important de cette analyse. Bader décrit les métiers traditionnellement féminins, couture, broderie, enseignement, et l'émergence de nouvelles professions, télégraphistes, dactylographes, infirmières. Elle souligne les disparités de salaire et les difficultés d'accès aux postes de responsabilité. L'enseignement supérieur et les professions intellectuelles font l'objet d'un examen attentif. Bader relate les combats des premières femmes qui ont forcé les portes des universités et des grandes écoles. Les résistances rencontrées, les préjugés à surmonter, les stratégies déployées, tout est décrit avec une admiration non dissimulée pour ces pionnières. Enfin, l'auteur s'intéresse à l'éducation informelle, la lecture, la participation aux sociétés savantes, la correspondance, les voyages. Elle montre comment, en marge des institutions officielles, des femmes ont su acquérir une culture et des compétences leur permettant de s'affirmer dans l'espace public. Chapitre 4. Le travail et l'économie. La conquête de l'autonomie. Bader entreprend une analyse socio-économique détaillée de la condition féminine. Le travail des femmes en milieu rural est examiné à travers les transformations de l'agriculture française. L'auteur montre comment l'exode rural a affecté différemment les hommes et les femmes, et comment certaines paysannes ont su développer des activités complémentaires. Artisanat, petite industrie. Le travail ouvrier féminin dans les villes fait l'objet d'une enquête minutieuse. Bader décrit les conditions de travail, souvent épouvantables, dans les manufactures textiles, les mines, les ateliers de confection. Elle analyse le phénomène du prolétariat féminin, ses spécificités, surexploitation, harcèlement, maternité, et les premières tentatives d'organisation syndicale. Le travail domestique et le service domestique constituent un chapitre important. Bader montre comment des centaines de milliers de femmes, souvent issues des campagnes, viennent travailler dans les villes comme bonnes, cuisinières, lingères. Elle décrit la précarité de leurs conditions, leur isolement, mais aussi les stratégies de survie et de promotion sociale. Les professions intellectuelles et artistiques émergentes sont soigneusement recensées. Bader s'intéresse aux premières femmes journalistes, écrivaines,
artiste, médecin, avocate. Elle analyse les obstacles spécifiques qu'elle rencontre et les réseaux de solidarité qu'elles parviennent à créer. Enfin, l'auteur examine la question cruciale de l'autonomie économique, l'accès à la propriété, la gestion d'entreprise, le commerce. Autant de domaines où les femmes, malgré les obstacles juridiques, ont su trouver des marges de manœuvre. Bader souligne le lien indissoluble entre indépendance économique et émancipation sociale. Chapitre 5. La vie intellectuelle et culturelle. L'affirmation d'une voix. Ce livre explore la participation des femmes à la vie intellectuelle et culturelle française. Bader retrace l'histoire des salons littéraires, ces espaces semi-privés où des femmes ont exercé une influence considérable sur la vie des idées. De Madame de Staël à George Sand, elle montre comment certaines femmes ont su utiliser ces institutions pour contourner leur exclusion des cercles officiels du pouvoir. La production littéraire féminine fait l'objet d'une analyse approfondie. Bader examine l'œuvre des romancières, poétesses, essayistes qui ont marqué leur époque. Elle s'intéresse particulièrement aux thèmes récurrents dans cette littérature: la condition féminine, le mariage, l'éducation, la révolte contre les conventions. Les sciences et les savoirs constituent un chapitre novateur. Bader recense les contributions féminines souvent méconnues dans des domaines comme l'histoire, elle-même en est un exemple, l'ethnologie, la linguistique, les sciences naturelles. Elle analyse les stratégies déployées par ces femmes pour accéder aux sources, mener leurs recherches, publier leurs travaux. Les arts plastiques et les arts de la scène sont également examinés. Bader décrit le parcours des peintres, sculptrices, musiciennes, actrices qui ont dû lutter contre les préjugés pour exercer leur art. Elle souligne l'importance des écoles d'art et des conservatoires dans la formation de ces artistes. Enfin, l'auteur s'intéresse à la presse féminine et féministe en plein essor. Les journaux, revues, almanachs destinés aux femmes deviennent des vecteurs importants de diffusion des idées et de formation d'une opinion publique féminine. Bader analyse leur contenu, leur lectorat, leur influence sur les mentalités. Chapitre 6. L'engagement social et politique, la sortie de la sphère privée. Bader consacre un livre entier à l'engagement des femmes dans l'espace public. L'action charitable et philanthropique constitue un premier terrain d'intervention socialement acceptable. L'auteur décrit le réseau dense des œuvres de bienfaisance, des sociétés de secours mutuels, des patronages où des femmes de la bourgeoisie et de l'aristocratie trouvent une légitimité sociale tout en développant des compétences gestionnaires. Le mouvement féministe naissant fait l'objet d'une analyse détaillée. Bader retrace l'histoire des premières associations féministes, de leurs revendications, de leurs stratégies. Elle examine les différents courants qui traversent ce mouvement. Féminisme chrétien, féminisme laïque, féminisme socialiste. Les figures marquantes comme Hubertine Auclair, Maria de Resmes, Pauline Roland sont présentées avec empathie. L'engagement politique, bien qu'officiellement interdit aux femmes, prend des formes diverses que Bader explore avec finesse. La participation aux révolutions, 1789, 1830, 1848, 1871. L'action dans les partis politiques naissants. La propagande par la presse ou le pamphlet. Autant de moyens par lesquels des femmes ont contourné leur exclusion de la citoyenneté. L'internationalisation des luttes féministes est soigneusement documentée. Bader décrit les premiers congrès internationaux, les réseaux transnationaux, les échanges entre féministes françaises et leurs consoeurs étrangères. Elle montre comment la cause des femmes dépasse les frontières nationales. Enfin,
L'auteur examine l'engagement des femmes dans les luttes sociales, le mouvement ouvrier, les grèves, les revendications pour de meilleures conditions de travail. Elle souligne les tensions qui peuvent exister entre féminisme et lutte des classes, mais aussi les solidarités qui se nouent entre femmes de différentes conditions. Chapitre 7. Représentation et mentalité. Le poids des idées reçues. Ce livre analyse les représentations de la femme dans la société française du XIXe siècle. Bader examine la littérature masculine de l'époque, romans, poésie, théâtre, pour y déceler les stéréotypes qui enferment les femmes dans des rôles figés. L'ange du foyer, la femme fatale, la mère sacrificielle, la bas bleue ridicule. La presse et la publicité font l'objet d'une étude attentive. Bader montre comment ces médias émergents diffusent et renforcent des modèles féminins conformes aux attentes de la société patriarcale. Elle analyse également la caricature politique et sociale qui souvent ridiculise les femmes qui sortent de leur rôle traditionnel. Les discours scientifiques et médicaux sont passés au crible. Bader dénonce les théories pseudo-scientifiques qui prétendent démontrer l'infériorité naturelle des femmes. Elle montre comment la médecine a été mobilisée pour justifier l'exclusion des femmes de certaines activités et pour contrôler leur corps, notamment à travers la question de la maternité. L'éducation différenciée selon le sexe est analysée comme un vecteur puissant de reproduction des stéréotypes. Bader examine les manuels scolaires, les programmes d'enseignement, les conseils éducatifs pour montrer comment ils préparent les filles et les garçons à des destins sociaux distincts et inégaux. En contrepoint, l'auteur explore les représentations alternatives proposées par les femmes elles-mêmes. À travers la littérature féminine, les journaux intimes, la correspondance, elle montre comment des femmes ont contesté les images réductrices qui leur étaient imposées et ont élaboré d'autres visions d'elles-mêmes. Chapitre 8. Perspectives et enjeux. Vers l'avenir. Dans ce livre conclusif, Bader dresse un bilan nuancé de la condition féminine à la fin du XIXe siècle. Elle reconnaît les progrès accomplis, amélioration de l'éducation, élargissement des possibilités professionnelles, début d'organisation collective, mais souligne l'immensité du chemin restant à parcourir. Les revendications prioritaires sont clairement énoncées: réforme du Code civil, accès à tous les niveaux d'éducation, égalité des salaires, droit de vote, liberté de disposer de son corps. Bader montre comment ces différentes revendications s'articulent dans un projet cohérent d'émancipation globale. L'auteur réfléchit aux stratégies à adopter pour faire avancer la cause des femmes. Elle insiste sur l'importance de l'éducation, de la solidarité entre femmes, de l'alliance avec les hommes progressistes, de la patience et de la persévérance dans un combat qui s'annonce long. La question de la spécificité féminine est abordée avec nuance. Bader refuse à la fois l'idée d'une infériorité naturelle et celle d'une identité parfaite entre hommes et femmes. Elle défend l'idée d'une complémentarité dans l'égalité, où la différence pourrait devenir une richesse, plutôt qu'un prétexte à la discrimination. Enfin, Bader élargit sa réflexion à la place des femmes dans la civilisation. Elle esquisse une vision où l'apport féminin, libéré des contraintes séculaires, pourrait contribuer à humaniser la société, à tempérer la violence, à promouvoir des valeurs de coopération et de solidarité. La femme française dans les temps modernes se révèle ainsi bien plus qu'un simple travail d'historienne. C'est un plaidoyer passionné et documenté pour l'émancipation des femmes, une contribution majeure à la pensée féministe naissante et un témoignage précieux sur une période cruciale de transformation de la condition féminine.
par son approche globale, historique, juridique, sociale, culturelle. Clarisse Bader offre une vision panoramique et profondément humaine du long combat des femmes pour la reconnaissance de leurs droits et de leur dignité. Si cette vidéo t'a inspiré, alors imagine ce que les prochaines feront. Abonne-toi, active la cloche et rejoins la communauté de ceux qui grandissent à travers les livres. Laisse un like et partage, car une seule idée peut impacter une vie, peut-être celle de quelqu'un que tu connais.